L'été, on est entêté. Oh yeah! Un peu sauvage, c'est bar. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Wow! Approche-toi pas. Allô les farouches, moi mon nom c'est Emna Achour et j'utilise le pronom elle. Salut, moi c'est Coralie Laperrière et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du fabuleux podcast semi-misandre, maîtresse éco. Je dis semi, mais je devrais dire 100% misandre, oui, farouche. Effectivement. Et on est à la halte, l'espace de coworking, encore une fois, grâce au local et à l'équipement fourni par Pivot. Le seul média qui n'interviewe pas des masculins et des sionistes, parce que c'est donc important de donner les deux côtés de la médaille. Ça, on apprécie. Oui, merci beaucoup. On donne juste un côté de la médaille, le seul qui importe. Exact. Le seul. Et merci, oui, Pivot. Et on a la chance d'être en compagnie de Lou Saint-Pierre. Bonjour. Allô. Lou, tu es chercheur en laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports du Québec, Femmes Plus, dans les sports du Québec. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Excessivement farouche. Ah, yes! T'as-tu fait quelque chose de farouche aujourd'hui? Tu t'es-tu senti farouche aujourd'hui en t'en venant à 45 degrés à l'ombre? Ben, je trouvais qu'il y avait beaucoup de construction, puis ça m'a rendu un peu farouche. Mais surtout, pas les constructions. La mauvaise signalisation autour des constructions qui pensent juste aux chars et pas assez aux personnes piétonnes ou en vélo qui, eux autres, ne savent pas indiquer les détours. Ça me rend très farouche. Ah oui, autour de... je viens de réaliser que farouche, c'est un adjectif épicène. Je suis comme fière de nous. Ah oui! Bravo! On est inclusif de même. On y avait pensé, là. C'était voulu. Ouais, moi, ça n'a pas rapport avec la construction, mais vu qu'on chiasse ses chars, je vais le faire. J'ai failli me faire frapper en m'en venant. Ah non! Oui, je suis venue à pied parce que moi, j'habite à peu près vis-à-vis où est-ce qu'est la halte, mais en bas de Sherbrooke. Fait que je fais juste monter la côte, longer le parc La Fontaine, puis j'arrive. Puis le coin Ontario-Montcalm, je sais pas si vous le connaissez, ce coin de rue-là, il n'y a pas de stop. De aucun côté. C'est genre dégueulasse pour traverser en char, en piéton, en tout mode de transport. Puis moi, je traversais à pied, mais c'est ça, c'était le bordel. Il y avait des chars des deux côtés. Il y avait un gros camion stationné qui faisait que ça me bloquait la vue. Fait qu'il fallait comme que je m'avance dans la rue pour avancer. Bref, c'est pas pour ça que j'ai failli me faire frapper. C'est vraiment un gars qui s'en venait en face puis qui allait tourner vers moi, donc dans sa voie. Moi, j'avais déjà traversé sa voie, fait que je me trouvais safe. Puis j'attendais de checker si je pouvais traverser la deuxième voie. Puis lui, il a tourné pas dans sa voie, puis il allait tourner dans moi. Puis tu sais jamais comment tu vas réagir si comme il y a une urgence, tu vas-tu crier, Puis j'ai fait attention. Puis c'est vraiment comme, tu sais, mais je veux dire, il serait pas arrivé très vite là, il était arrêté puis il allait tourner. Mais j'ai vraiment crié « Attention! » Puis il a fait « Oh my God, sorry! » Puis je me suis pas... Moi, c'est ça que j'ai fait de farouche aujourd'hui. Je me suis pas arrêtée pour le rassurer que j'étais correcte. J'ai juste fait « Tu vas vivre dans ton inconfort d'avoir failli me tuer. » Puis je suis partie. Fait que voilà, c'est ça mon anecdote. Faites attention, la gang, les chars. J'haïs les chars. Voilà! Hey! Lou! Oui. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Non. Même Coralie, c'est pas la première fois que tu la rencontres parce que vous vous croisez dans notre quartier. Dans notre quartier, ça je l'espionne, en fait. C'est ça qu'on On va se dire allô Provigo maintenant. Ouais, mais c'est exactement. Ou au coin Saint-Joseph, Saint-Michel. Un coin très dangereux aussi pour les piétons. Ah oui, mais ça, moi, Saint-Michel. Ouais, ça, c'est proche. Puis moi, j'ai vu quelqu'un se faire frapper. Là. Ouais, carrément. Puis mon chum, Octave, n'a pas beaucoup de réflexes. Et moi, j'ai fait... Il est très, comment dire... il se laisse porter par les vagues. Voilà, par le vent. Voilà. Puis on a entendu... Puis à un moment donné, j'étais genre, ça, c'est quelqu'un. Puis je me suis retournée, puis il y avait quelqu'un. Puis c'est moi qui ai genre géré la situation. Oh mon Dieu, mais c'est vrai, là, maintenant, je pense Saint-Joseph... Ouais, c'est un des pires coins de rue à Montréal. Oui, effectivement, j'ai vu les stats. Oui, c'est vraiment des statistiques épouvantables. Les gens sont tellement... pressé, t'es comme mais calmez-vous, vous allez avoir une priorité, la gang, ça va. Il y a une flèche à un moment donné qui va apparaître. Hey, on est rendu à un podcast de circulation. J'adore ça. Circulation féministe. Donc, je disais, Lou, nous nous sommes rencontrés pas dans un coin de rue, dans un lieu fermé, là, avec des portes, des fenêtres, un toit, dans le cadre d'un panel avec l'autrice Florence Agathe Dubé-Moreau, que vous connaissez peut-être, chers auditeuristes. C'était pour l'organisme Pro-Femmes dans le sport, je l'appelle de même La Lancée, puis on a eu une super belle conversation sur la place des femmes et la non-place des messieurs dans le sport. J'avais déjà lu plusieurs de tes publications, puis je dois avouer que ça avait comme guéri
Loupi, la journaliste sportive blessée en moi. Ça va être une... J'ai hâte de voir comment, Coralie, tu vas t'immiscer Ouais, moi, dans cette moi aussi, j'ai conversation. hâte. J'aime tout. Je pense, je vais essayer de, évidemment, rendre ça large et accessible aux mêmes Mais les moi, gens je pense qui détestent le sport. Mais je pense que ça va être ça, moi, mon take. Ça va être, je vais te laisser l'idée, l'entrevue, puis moi, je vais faire, OK, mais pour les gens qui aiment ce sport, ça veut dire quoi? C'est ça, exact. J'adore, ça va être Bon, ça. mais ce qui est le fun, c'est que tu vas encore plus haïr le sport masculin à la fin de cette entretien. Probablement. Moi, à chaque fois que j'en apprends plus de ce que tu me dis, je suis comme, pourquoi t'as aimé ça? Puis c'est pourquoi j'haïs ça. C'est une Ouais, très bonne question. Mais après l'entrevue, tu vas avoir envie d'aller voir les Roses de Montréal Oui. et la victoire, de aussi. Montréal. Ah, ça, Ça, c'est clair, oui. C'est ça, parce que c'est ça. L'objectif à Lou puis moi, ça va être de convaincre Coralie de la traîner à la place belle. Mais moi, c'est les potins que j'aime de la victoire. Ah Puis oui, des genre grosses, le fait qu'il y il va me a falloir- deux femmes mariées sur le même trio. Ouais, moi, ça. c'est ma Moi, j'ai passion. dit ça à ma grand-mère. Ma grand-mère qui écoute le hockey, puis j'ai dit, écoutes-tu le hockey féminin? Elle était comme, non. J'ai fait, il y a 2 filles qui sont mariées ensemble. Ben, elle a fait, oh, c'est bien le fun, ça! J'étais comme, voilà, ma grand-mère va J'adore écouter tout. ça On maintenant. salue Marie-Philippe Poulain et Laura Stacy. Alors, je l'ai dit dans un précédent édito à Farouche, moi, je considère qu'on m'a volé mon rêve. OK? On m'a volé mon rêve d'être journaliste sportive jusqu'à la fin de mes jours. Je pensais que ça allait être ça, ma vie. On m'a pas laissé vivre ma passion jusqu'au bout. On m'a dégoûté de mon rêve. On a gâché cette partie-là de ma vie. Et puis toi, tu m'as permis d'arrêter de me gaslighter parce que tu as mis des mots sur pourquoi ça a chié ma carrière. Surprise, c'était pas parce que j'étais poche, c'était pas que j'étais une femme. C'était à cause du patriarcat, finalement. Fait que ben, tu as beaucoup centré, Lou, dans tes recherches. Ben, c'est ça, la place des femmes et les problématiques des hommes dans le milieu du sport. Comment ça t'est venu à l'idée de concentrer tes recherches là-dessus? En fait, c'est que quand j'étais jeune, j'ai commencé à m'intéresser au journalisme et à l'actualité en lisant la page sportive du quotidien de Chicoutimi. Le quotidien. Le quotidien. Et fait que mon amour du sport est arrivé à ce moment-là, par le biais de la lecture des journaux. Et en grandissant, quand ma fibre féministe a éclos, je me suis rendu compte qu'on parlait toujours juste des hommes, mais que c'était toujours juste des messieurs qui écrivaient. Puis quand j'écoutais Sport 30 Mag, tous les matins à 6h30 du matin sur les ondes de RDS, avant d'aller à l'école, mais forcé d'admettre que c'était encore toujours ou presque des hommes, parce que Chantal Maccabé, elle n'animait pas à 6h30 du matin Sport 30 Mag, là, et qu'on parlait que des hommes. Alors, en grandissant puis en m'intéressant de plus en plus à la recherche, on arrive à l'université, bon, je suis en journalisme, me rends compte que c'est pas ça que je veux faire, mais que je préfère l'étudier plutôt qu'en faire. Ah oui, t'as d'abord étudié en journalisme, je savais pas. Mais Nous oui. avons ça en commun. Et oui, à l'Université Laval. Ben finalement, à la maîtrise, je me suis dit, je veux aller m'intéresser à ce sujet-là. J'aime trop le sport, mais je constate justement le fait qu'il n'y ait pas de femmes, très peu, le fait qu'on a très peu de couverture médiatique des femmes. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Et à la fin de ma maîtrise, j'avais plus de questions que de réponses. Alors, T'as continué! eh oui! Et là, c'est pour ça que j'ai fait mon doctorat, en particulier sur les parcours professionnels des journalistes sportives québécoises. OK. Puis mettons, là, on peut pas te faire résumer un travail de plusieurs années en 1 minute, mais mettons, tu dois avoir l'habitude de le faire, mettons que tu résumerais les conclusions de ces recherches. Puis t'as plus qu'une minute. Oui, OK, t'as plus ben, qu'une je vais minute. essayer quand même de faire ça rapidement. Ben, dans le fond, une des choses qui m'ont un peu troublée, ou en tout cas, j'espérais que ce soit pas ça. Tu sais, on a des hypothèses quand même comme chercheurs, chercheuses, même si je n'étais pas dans un cadre hypothético-déductif, très masculin d'ailleurs. Mais Passons. passons-y plus tard. passons. Donc, ben, dans le fond, il y avait des personnes qui avaient commencé en 1971, puis j'en avais jusqu'en 2015. Fait que j'avais vraiment des femmes qui avaient fait, tu sais, sur plusieurs années, plusieurs générations. Donc, il y avait autant des pionnières que des filles qui débutaient, ou en tout cas qui avaient un peu moins de métier derrière la cravate. Certaines qui l'avaient fait longtemps, d'autres pour une courte période. Et je finissais chacune des entrevues avec la même question, à toutes. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le moment où tu as commencé et maintenant, ou le moment où tu as quitté, selon? Et la réponse à peu près unanime que j'avais, c'est pas grand-chose. Ça, c'est triste déjà comme constat. Oui, puis ben, forcé d'admettre qu'il y a quand même des différences, mais ces différences-là, elles sont pas si grandes que ça. Et même si numériquement, il y a un peu plus de femmes maintenant qu'il y en avait en 1972 là, ou en 71, quand Liliane Lacroix, une grande pionnière oubliée, comme plusieurs pionnières, oubliée du journalisme sportif francophone, ben, ça reste qu'il y a encore des difficultés qui sont spécifiques aux femmes, qui c'est encore, dans certains cas, les mêmes difficultés. Tu sais, je vais donner un exemple, là, et Emna, peut-être que tu vas faire oui. Puis ça va pas juste parler aux personnes en sport, d'ailleurs, le fait que les femmes disent « on doit toujours faire nos preuves ».
Oh oui. C'est jamais gagné. Je veux dire, j'ai parlé à des femmes, ça fait 15 ans qu'elle est journaliste sportive, ben elle me dit, mais si je me trompe dans le nom d'un joueur, là, je vais n'entendre parler. Ouais. Puis pas juste un petit peu. Alors que un dude, un monsieur, c'est correct, ce n'est pas grave. Et il y en a quelques-unes qui m'ont dit, les femmes sont de meilleures journalistes sportives que les hommes. Ça, c'est hot take en maudit. Ben, moi, je suis d'accord. Mais elle disait, mais pas parce qu'on est intrinsèquement meilleur, là. Mais parce qu'il faut tellement qu'on se prépare pour tout ce qu'on fait, qu'on est paré. Là, on a des notes longues comme ça. Puis on arrive en entrevue, là, on connaît la vie de l'athlète au complet. Le gars, il arrive, il sait même pas si l'athlète parle français ou anglais. Et oui, ici, je fais référence à un journaliste sportif qui a parlé à Matt Duchesne en français parce qu'il s'appelle Duchesne, c'est un Américain. Est-ce qu'on peut name-dropper ou on attend pour la... Parce qu'on a une prolongation Juicy juste pour nos Patreons. Est-ce qu'on peut name-dropper des noms? Moi, j'ai ou on goût que attend? le monde attende. Oui, Ça va les garder on the edge, les auditeuristes. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Une femme qui ferait ça elle serait clouée au pilori. Ben voyons donc! Mais l'autre, c'est comme, quelle drôle d'erreur! Oui, mais je me rappelle d'avoir lu ça, puis on se connaissait pas, on s'était pas rencontrés encore, puis j'avais le feu là, qui brûlait. J'étais comme, oh mon Dieu, OK. Puis parce que aussi, même des fois, entre femmes, quand on se parle, il y a beaucoup cette peur-là, cette envie de survivre dans le boys club aussi, fait que des fois, entre femmes, on se l'avoue même pas. Moi, ça a pris que je quitte le milieu pour commencer à être super vocal à propos de tout ce que j'haïssais dans mon milieu. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais terrifiée de parler, fait que je trouverais ça fou de lire ces témoignages-là. Il y en avait beaucoup qui étaient anonymes aussi, justement, pour ça. Je pense, par crainte de représailles, puis parce que c'est ça, on n'a pas le droit à l'erreur, on a encore moins le droit de critiquer notre milieu pendant qu'on est encore dedans. Fait que en tout cas, ça m'avait extrêmement validée parce que j'étais comme, OK, je suis pas folle, puis en plus, je suis pas la seule. Non seulement je suis pas la seule, mais c'est genre presque unanime, là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, c'est un petit milieu. Si, là, vous voulez faire du journalisme sportif à la télé, les choix, ils sont pas énormes. Vous voulez faire en français, là. Ouais, il y a une place, genre. Il y a RDS, TVA Sport, puis ils coupent de plus en plus. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a Radio-Canada. Puis, tu sais, puis no shade, puis en tout cas, je sais pas si on va aller là plus tard, mais mettons, parce qu'on dit, il y a une place à la TVA Sport, genre, pour se couvrir. Ben, moi, dans mon cas, c'était le hockey. Je sais pas si toi, c'était at large. Tous les sports, mais c'est vrai qu'au Québec, on se concentre principalement sur le hockey. Au Canada, c'est 33% de la couverture sportive, c'est le hockey. Wow, OK, le tiers. Ouais. Fait que, mais donc, à TVA Sport, pour le poste convoité de journaliste sportif qui couvre le Canadien de Montréal, il y a une femme qui le fait depuis une dizaine d'années environ, c'est Elisabeth Rancourt, que j'aime beaucoup. Elisabeth Rancourt, hot take, ben c'est pas hot take, c'est la vérité, connaissait pas une seule affaire sur le hockey avant d'être embauchée. Puis moi, je trouve ça me fait mal, moi, parce que j'étais comme, ben moi, je travaille tellement fort pour connaître mes affaires, pour savoir mes stats par cœur, pour tout ça. Puis Elisabeth est excellente à son travail, mais comment ça se fait qu'on embauche des gens, des femmes? Ben, elle est magnifique, elle avait de l'expérience en télé, elle travaillait à TVA avant. Puis en tout cas, moi, ça me dépassait ça, puis j'ai passé une bonne partie de ma carrière aigrie, parce que j'étais comme, comment ça, on place des femmes juste parce qu'elles sont belles et qu'elles passent bien à la télé, alors que c'est tellement dur déjà de se tailler une place comme femme dans ce milieu-là. Ben ça, c'est une autre... Puis les messieurs sont pas beaux à la télé, en plus. Les messieurs n'ont pas besoin d'être beaux. Je me souviens, dans une entrevue, il y avait une journaliste qui me disait... Elle avait dit, une journaliste d'expérience qui disait... Elle m'avait nommé le nom d'une personne, d'un journaliste, là, il est plus là maintenant, peu importe. Puis il disait, lui, il est gros, il est vieux, il y a la bedaine qui sort, puis on s'en fout. Ouais. Jamais ça passerait pour une femme. Puis ça devient un peu difficile aussi pour les femmes parce que, tu sais, c'est comme un double standard. Fait que les filles, il faut qu'elles soient belles, mais il y a toujours une ligne toute mince. Donc, il faut que tu sois, surtout maintenant... C'est genre belle, mais pas chicks. Mais pas trop sexy. Ouais, Il ne faut pas que tu trop dépasses sexy. la limite parce qu'il y a tout le mythe autour... Dans ma tête, j'avais appelé ça le mythe de la salope. Qui se rapproche un peu de ce qu'on appelle les poc bunny. Et là, je vais vous dire un mot grossier, OK? Mais les plots à poc au Québec, là. D'ailleurs, c'est très drôle. J'ai écrit un jour un article scientifique puis j'ai fait une note de bas de page pour expliquer ce qu'est une pelote à POC. C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Moi, j'ai fait un reportage sur les POC Bunnies quand j'étais à l'université pour Choc FM, la radio web de l'UQAM. J'ai failli gagner un prix pour ça. C'était un très bon... ouais. Donc, ouais, excuse-moi. Non, excuse. Pour les personnes qui sont peut-être moins familières là, avec ce concept-là, c'est l'idée, les POC Bunnies ou les plots à POC, c'est l'idée qu'il y aurait des fans qui ne sont pas des vrais fans, mais des femmes qui veulent avoir des relations intimes avec les joueurs.
Bon, ben, chez les journalistes sportifs, il y a cette croyance-là qui veut que... Puis ça, c'est une croyance qui est de 72 à maintenant, qui est dans le fond qu'elle désirerait couvrir le sport dans le but d'avoir des relations intimes ou sexuelles avec des athlètes masculins. C'est malheureusement très répandu. Et ça l'est encore plus maintenant où les femmes en journalisme sportif sont au Québec, à tout le moins, sont presque toutes regroupées à la télévision, dans les médias audiovisuels. Ouais, moi, j'étais la seule journaliste à l'écrit francophone femme. Ouais. Et là, il y en a une, son nom de famille, c'est Harvey Pinard, là, qui est à la presse, plus. Donc, il y en a très peu. Et ça a fait en sorte que le look est devenu... On leur demande, puis dans certains cas, c'est très clair. Là, on leur dit, il faut que tu sois cute. Mais pas trop, parce que là, tu pourrais avoir l'air d'une salope de la personne qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le temps, à travers les époques, les filles sont venues à se polisser elles-mêmes et à polisser les autres femmes. Oui, vraiment. Donc, il y avait une expression qui revenait dans certains cas, « Tu ne veux pas être associée aux mauvaises personnes. » Oh! Donc, je pense que ça en dit beaucoup. Donc, ça devient entre femmes aussi qu'il y a ce regard-là de dire « Faut pas que tu aies l'air d'une salope. Mais il faut que tu sois assez cute pour l'écran. » Fait que sexy, mais correct. Fait que la seule différence entre 71 et 2015, c'est que le monde fume plus des gradins. C'est ça que j'en comprends. C'était un peu ça. Ils portent plus de chapeau de forme dans les gradins. Ben, les femmes ont le droit d'aller ces galeries de presse, ce qu'ils n'avaient pas le droit dans les années 70. Il n'y avait pas le droit? Non. Il n'y avait pas le droit dans les années 70. Ça changeait à ce moment-là. Les premières fois, entre autres, que Liliane Lacroix, je la nomme parce qu'elle n'était pas anonyme dans la thèse, maintenant décédée. Elle, au Garden de Toronto, qui était le domicile des Maple Leafs de Toronto, il n'y avait pas le droit d'aller sa galerie de presse. Hein? Ouais. Au Forum de Montréal, il n'y avait pas le droit. Puis c'est les gars de la presse, son boss à la presse à ce moment-là, qui a dit, ben si vous ne laissez pas Liliane rentrer de sa galerie de presse, la presse ne va pas vous couvrir. Wow. Ben, je peux vous dire qu'à ce moment-là, le Canadien de Montréal a fait, OK, c'est correct. Oh mon Dieu. J'ai envie de dire... Mon Dieu, c'est la seule affaire d'alliés que j'ai entendue. Oui, maintenant. OK. Il y en a eu quelques... Il a fallu des alliés pour que les femmes avancent dans ce milieu-là, parce que c'était pas les femmes toutes seules, malheureusement, qui allaient réussir. Mais j'allais dire, là, maintenant, les femmes ont le droit d'aller sur la galerie de presse, mais moi, quand j'ai fait journaliste, fait que de peut-être 2013 à 2018, quand j'ai été sur la galerie de presse du Canadien, on était peut-être 8 femmes. Aujourd'hui, on est en 2025. Il y en a moins qu'à l'époque, si c'est possible. Et sur la galerie de presse, il n'y a qu'une seule toilette pour femmes. Moi, ça, c'est mon truc que j'aime ça répéter, parce que je suis comme, il y a genre 14 toilettes pour hommes, une seule pour les filles, fait qu'on est toutes là à faire la file pendant le 15 minutes d'entracte, là, parce qu'on veut aller faire pipi. Puis sinon, il y a la toilette des femmes de joueurs en bas. Moi, c'était mon il y a une toilette de femmes de joueurs? Ben, il y a un salon des anciens. Où est-ce que, genre, mettons, dans le temps, Jean Béliveau, puis tous les anciens du Canadien de Montréal allaient là, puis après ça, montaient s'asseoir je ne sais trop où. Non, pas montaient, je pense que les autres étaient en bas, mais bref. Puis cette place-là était juste à côté de l'ascenseur pour monter sa galerie de presse, fait que moi, j'allais faire mon petit numéro 1, numéro 2 là-bas, parce que j'étais comme, au moins ici, il y a 2 toilettes, puis ils sont propres, parce qu'ils sont là pour Madame Béliveau, tu sais. Puis je me préparais là, j'amenais mon fer. Moi, c'était mon QG, là, cette toilette-là, parce qu'en haut, c'était comme une cabine pour, c'est ça, les 8 femmes qu'on était, plus les employés, plus les... Puis alors que les gars, il y avait 114 cabines. Ouais. Puis là, on parle du hockey. Fait que si on va dans les autres sports, football américain ici, tu sais, on pourrait chanter « Où sont les femmes? » Puis pas là. Non, ben, il y en a quelques-unes qui ont couvert à travers le temps, mais très peu. L'équipe, il y a une femme à l'équipe football de RDS qui est là pendant la NFL, Andréane Barbeau. Oui, Andréane Barbeau qui a aussi beaucoup défoncé des portes pour le hockey masculin. Là, on s'entend-tu à quand est-ce qu'elle va avoir son show, Andréane Barbeau? Là? Parce que, non, mais honnêtement, là, moi, je suis fan de sport, là, j'en consomme beaucoup trop, certains diront. Je veux dire, elle sait toutes, de tous les sports, puis elle est bonne dans toutes. Bravo, Andréane, si tu écoutes ça. Elle a commencé il y a genre 15 ans en plus, puis elle n'est pas encore assez worthy d'avoir sa propre émission. Il la tasse constamment. Je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Et ce qui serait le fun, là, c'est de l'avoir, mais pas seulement comme... Souvent, on va remarquer, plus au Canada anglais, dans ce cas-là, parce que les femmes, quand elles sont amenées à animer ou avoir une émission, elles passent le café. Passer le café, ça veut dire... Je suis pas en train de dénigrer le travail d'animateur ou d'animatrice, pas du tout. Ouais. Mais souvent, dans les shows, on appelle ça les shows de chaises, là, parce qu'on jase sur des chaises, des gros fauteuils de monsieur, idéalement. The lazy boy. Ben, dans le fond, s'il y a une femme... Elle va être là comme
animatrice, mais pour donner la parole aux hommes, pas pour donner son analyse, pour dire qu'est-ce qu'elle en pense, pour Chantal, décortiquer. ça a été longtemps ça. Chantal qui a été Chantal Maccabé, qui a été RDS pendant 30 ans. Pendant toute la vie de RDS jusqu'à ce que l'année passée, elle devienne à l'emploi du Canadien de Montréal. Mais exact. Même donc, elle, là, la pionnière des pionnières. T'sais. Puis on se souviendra là, qu'il y a quelques années de ça, quand tout le monde pensait que ça allait elle qui allait descendre à la patinoire, là, il avait engagé Joël Bouchard en place. Grosse main, Joël Bouchard. Googlez ça, tout le monde, les grosses mains de Joël Bouchard. Joël Bouchard, c'est un ancien joueur parce que c'est ça. Le Boys Club Will Die a toujours donné des jobs à d'autres mondes de son Boys Club avant d'engager une femme compétente, là, tu sais. Puis, fait que c'est beaucoup ça, des anciens joueurs pas compétents, pas capables d'aligner 3 mots dans un français correct qui avaient tout le temps des jobs dans les réseaux sportifs. Puis Joël Bouchard, il disait des affaires comme... Il envoyait des petits muffins au filet. Moi, c'est ça que je me rappelle de Joël Bouchard. Des muffins au filet? Il y avait des expressions étranges, là, mais ça, c'était correct, puis pas Chantal. Non, c'est ça. C'est plus la question de savoir, il y en a qui passent, disons, qui n'ont pas à passer parmi tout le processus, particulièrement les hommes blancs. Parce que des fois, tu as des hommes noirs, comme Didier Homéjuste, qui est un ancien joueur de football dans la NCAA, dans son cas. Un homme noir. Lui, là, je me souviens quand j'écoutais Sport 30 Mag à 6h30, lui, il a fait les chiens écrasés du sport, là. Ouais. Il a fait ça. Puis là, maintenant, il est quand même haut placé, puis c'est un excellent journaliste, puis il est un excellent analyste. Lui, il a mangé son à notre son époque, pain noir. c'est pas les chiens écrasés, c'est, mettons, tu vas faire les réseaux sociaux. On mettait les femmes... Là, tu vas lire les tweets, puis là, les messieurs vont les commenter. OK, mais sois belle, puis dis-en pas trop. C'était beaucoup ça. Moi, j'ai des amis qui ont fait cette job-là beaucoup. De juste la fille aux réseaux sociaux qui est comme... Alors, on voit ici que Bertrand trouve qu'on devrait échanger Suzuki. Exactement. Wow. Oui, ou de juste... je voulais revenir sur les vestiaires, parce que ça, pour les gens qui le savent pas, c'est une expérience particulière. Entrer dans un vestiaire avec juste des messieurs qui puent, là, déjà, ça pue pour vrai. Je suis rentrée juste dans des vestiaires de hockey et de soccer dans ma vie, là, pas d'autres sports, mais au hockey, c'est ça. Ils sont pas complètement nus pour les gens qui se le demandent, ce qui n'est pas nécessairement le cas de ce que j'ai entendu au football. En effet. Alors, au football, ça semble-t-il qu'ils se promènent flambettes et qu'ils font même exprès parfois quand il y a les rares femmes qui couvrent... j'ai une amie journaliste sportive qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, pauvre elle. Puis, elle s'est faite même toucher par un joueur de football. Elle a un tatou sur la... Comment on appelle ça ici? Pas l'omoplate, la clavicule. La clavicule. Puis qui dépassait, je sais pas, de son chandail. Puis elle était en train de juste faire sa job puis d'essayer de pas regarder tous les pénis qu'il y avait autour. Puis elle regardait le gars dans les yeux. Puis le gars, il a arraché comme son chandail. Puis il a fait « C'est quoi ton tatou? » Puis moi, j'étais comme... Je pense que j'aurais crissé le feu si quelqu'un m'avait touché, là. Tu sais, moi, au hockey, il m'est arrivé des affaires pas trop graves, mais de genre... Des joueurs qui me pitchent des boulettes de tape, là, ou genre des... On est trois... Attends, wow! Oui. Ils pitchent des boulettes de tape? Oui, Mary, ils défont leur équipement, ils sont tout le temps enroulés dans du tape. Pour te niaiser, genre? Ouais, pour me niaiser ou pour niaiser le joueur à qui je suis en train de parler, genre... Parce qu'ils ont comme 4 ans d'âge mental, là, ces hommes-là. Puis c'était comme « Ouh, Gallagher, il parle avec une fille! » C'était ça, là, l'ambiance. Là, malheureusement, ce que tu racontes, c'est... Tu sais, on pourrait penser que dans une vie, c'est anecdotique. Tu dis, ça m'est arrivé, ils m'ont tiré des boulettes de tape. Mais l'enjeu, là, c'est qu'ils en ont tiré à toutes les filles. Ouais. Encore là. En fait, c'est très... Je ne peux pas dire surréaliste, mais Liliane, c'est peut-être elle avec qui les joueurs, ça a été différent. Elle n'avait pas le droit d'entrer dans les vestiaires. C'était à cette époque, pas de galerie de presse, pas de vestiaire. Ça, elle les rencontrait dans une... ça, c'était pas pire parce qu'elle avait décidé d'utiliser... Elle dit, OK, tu me barres du vestiaire. Très bien. Tu vas pas m'empêcher de faire ma job. Elle avait un langage très coloré. Oui. Une femme, je pense qu'il faut ça pour survivre. Je me souviens, à un moment donné, j'y ai dit, si tu me fais de la merde, je vais te faire de la merde. Elle a dit, elle arrivait, elle disait, moi, je veux rencontrer tel joueur après la game. Je vais attendre dans la petite place où je fais les entrevues. Elle avait tel joueur. Des fois, elle les avait avant les autres journalistes. Wow. Qui se rendaient disponibles à elle. C'est ça, parce que dans qu'est-ce qui est courant maintenant, c'est le Canadien ouvre le vestiaire, puis là, les 75 journalistes, on rentre en même temps, puis on se garoche autour, on fait des scrums, ça s'appelle comme en politique, là, que vous avez peut-être vu. On se rassemble autour de certains joueurs, puis là, on lui pose des questions, mais on n'a pas le temps de faire des entrevues de fond, là, quand c'est comme ça. Y a-tu une espèce de passation du savoir qui se fait entre journalistes sportifs, ou genre pas pantoute, tout le monde est un peu...
dans son coin, là. Tu sais, personne n'a pris des trucs à Liliane, genre. Moi, le féminisme, là, je l'ai pas appris ça à la galerie de presse. Là, je l'ai pas... Je l'ai pas senti Ouais, non plus non. nécessairement. Il n'y a pas de sororité Ben, partout. c'est parce que les femmes sont souvent isolées aussi. Ouais, Tu c'est sais, ça. quand t'es tout seul. Fait que là, à un moment Mais donné, puis on nous met en compétition l'une Ben, contre l'autre. exactement. Donc, il y a un poste, tu sais, le token, là, ben Ouais. c'est ça, là. C'est vraiment ça. Donc, il y a Moi, pas j'étais nécess- terrifiée, là, quand ma première journée, c'est à la galerie de presse, là, morte de peur, puis je regardais les autres femmes, puis j'espérais qu'elles viendraient m'aider, mais tu sais, eux autres aussi sont conditionnés à être comme chacune pour soi, parce qu'il y a personne qui m'a aidé, moi, fait que tu sais, mais je veux dire, tu sais, mettons, Chantal Maccabé, Diane Sauvé à Radio-Canada, ils m'ont tendu la main, ou bien je sais pas si c'est moi, à un moment donné, qui me suis assise devant eux, puis qui a fait « Hey, on peut-tu être amis? Genre, au secours, je peux-tu te poser telle question? » Puis on dirait que je me sentais plus à l'aise de leur poser à elle que la poser à un gars qui déjà trouve que j'ai pas ma place là pantoute. Fait que tu sais, des fois moi j'avais honte de poser des questions justement parce que tu voulais tellement pas perdre ta place. Fait que oui, éventuellement, tu sais, Chantal, elle était super fine avec moi, Diane, puis là, toutes les filles, on était devenues amies, mais je me souviens d'avoir eu une conversation avec 2 journalistes femmes qui sont plus sur le beat du Canadien aujourd'hui, qui me disaient comme « Ah non, on comprend pas trop c'est quoi le mot féminisme. » Genre, nous, on se considère pas féministe, là. Genre, nous autres, on est full bien dans le boys club, puis ça, c'était genre en 2014, là, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. Mais j'ai un exemple de sororité pour toi, Corinne. oui, Je peux vas-y. l'entendre. Ça va peut-être te faire du bien. Oui, peut-être. J'ai besoin de ça, là. Je commence à être déprimée. Il fut une époque, je peux pas parler de maintenant, ça s'arrête en 2015, donc, où parfois couvrir les Alouettes, c'était pas facile. Le football, c'était un monde, là aussi, là, où, tu sais, rentrer, puis que tous les gars se mettent à poil, puis ils se montent sur le petit banc pour que leur pénis soit à hauteur du visage de la fille, ça se fait, là. Ah! Ça se faisait. Ouais. Je veux... Genre, à go, on drop toute notre serviette en même Ouais. temps parce que la fille vient de rentrer. Ça, Chantal, elle l'a vécu, ça. C'était souvent, au début, là, un peu un genre de forme de rituel initiatique, là, de, tu sais, t'as reçu un jockstrap, t'as reçu, bon, ce genre de choses-là. Et il y avait une jeune journaliste sportive à ce moment-là, qui subissait ce qu'on appellerait normalement du harcèlement sexuel. Mais en journaliste sportif, ils disent jamais ça, là, mais entre nous, C'est des taquineries. mais c'était plus drôle, là. C'était glisser des choses dans son sac, c'était vraiment là, très insistant, au point où elle voulait plus y aller. Et il y a une journaliste d'un autre réseau, un autre média, je sais pas si c'est un réseau, qui est montée en haut. Elle, ça fait longtemps qu'elle couvrait ce beat-là. Puis là, elle est montée à la direction générale des Alouettes. Elle a dit, là, vous allez apprendre à vos joueurs à se tenir. C'est assez. Ouais. Là, vous allez arrêter d'écœurer, nommer la personne. C'est assez et ça ne s'est plus reproduit. Ça aurait été mon wow. plus grand rêve. Moi, le plus grand geste. Puis comme je vous dis, là, moi, j'étais bébé là, à l'époque. J'ai commencé à être journaliste de hockey, en tout cas à 22 ans. Je connaissais rien du féminisme encore. Là, des fois, je me demande, ça aurait été quoi ma vie si j'avais été la Emna d'aujourd'hui, journaliste sportive. J'aurais pété des gueules. Puis j'aurais été probablement meilleure à mon travail. Mais bon, soit, on n'est plus là. Le plus grand moment de sororité, c'est quand j'ai été malade dans les toilettes d'un bar à Los Angeles après une soirée open bar de la Ligue nationale de hockey. Puis là, il y a une journaliste de New York qui me tenait mes cheveux. Ça, c'était le plus grand moment de sororité. Puis pour vrai, moi, je suis pas... Pour les gens qui me connaissent, là, moi, je suis pas quelqu'un qui se saoule. J'haïs ça, perdre le contrôle. Je ne consomme aucune drogue. Je consomme presque pas d'alcool. Mais là, c'était la première et la seule fois que j'ai couvert la finale de la Coupe Stanley. Gros mandat, là. C'est la grande finale. Puis les 2 équipes, c'était Los Angeles et New York. Puis je le faisais tout seul. Puis tu sais, le décalage horaire, puis le voyagement, puis tout ça. T'es fatiguée. J'étais fatiguée, je mangeais pas, je travaillais comme 16 heures par jour, je faisais comme 4 articles par jour de ma chambre d'hôtel. Fait que là, si on commence, c'est le party de la Ligue, c'est bouffe et bar open. Là, moi, j'y vais, puis je suis comme, ah ouais, j'ai faim. Puis là, à LA, au mois de juin, il fait genre 45 degrés d'humidex, là. Fait que là, genre, je demande au bar, comme, le bar était plein, fait que je demande tout de suite 2 mojitos pour pas réattendre. Et après 3 gorgées du premier mojito, moi, j'étais partie bien raide, là. Fait que, ouais, j'ai été malade dans ce... Puis vraiment malade au point où on a dû me conduire comme... Mais j'avais rien dans le ventre, j'avais bu trop vite. Puis tu sais, quand c'est bar open, ils calculent pas les onces d'alcool qu'ils mettent dans les verres. Fait que c'est sûrement l'équivalent de genre 6 mojitos que j'ai bu finalement, puis il faisait chaud. Fait que j'ai dû les caler. En tout cas, j'ai pas d'excuses, là, mais quand même, pas de fatigue, Ça me pas fait rien rire, dans le ventre. tu parles comme une fille d'université. Non, mais j'étais pas ça, j'étais fatiguée. Mais tu sais, imagine... Non, mais oui, c'est ça. Mais fin de septième, imagine la honte de... Non, je comprends. C'est ma première finale. Mon boss, c'est pas là pour me surveiller, fait qu'il a mandaté d'autres personnes pour prendre soin de moi qui dit, mais c'est sûr, c'est pour me surveiller. Je suis la fille sûrement la plus jeune de la galerie de presse, j'ai à peine 24 ans, là, tu sais. Puis là, je suis entre LA puis New York, puis je veux bien paraître, puis je suis comme même pas encore tant amie avec mes journalistes sportifs québécois, là, tu sais.
Fait qu'ils me considèrent même pas tant comme une des leurs encore. Je veux tellement faire mes preuves. Puis là, je finis sous le mort, endormie dans les toilettes, là, tu sais. Fait que là, ils m'ont pris, puis ils m'ont amené en taxi, puis ils m'ont amené à ma chambre d'hôtel. Puis l'affaire, c'est qu'à tous les jours, on a des pratiques à aller couvrir, puis tout ça. Puis ils m'ont dit, non, reste couché, là, va pas couvrir la pratique demain. On va t'envoyer des citations, puis tu pourras écrire un texte de ta chambre d'hôtel. Puis Dieu merci pour ces anges gardiens-là. Ce Katie Strang de New York, je sais même pas si elle est encore journaliste aujourd'hui, mais ouais, elle me connaissait pas, elle est venue cogner, puis elle me tenait les cheveux pour m'essuyer la face, mais... Ça me fait rire. Je sais pas si c'est de la sororité de journalistes ou de la sororité de filles de toilettes des bars. C'est juste n'importe qui dans les toilettes des bars aurait fait ça à ce moment-là. Mais même elle, tu sais, après ça, quand moi j'ai commencé à devenir féministe tranquillement, c'est ça qui, aux surprises, m'a fait quitter ce milieu toxique-là quand je me suis ouvert les yeux puis les lunettes roses sont parties. Mais elle, c'est une de celles qui était vocal sur des issues difficiles. Elle écrivait sur des sujets. Elle a écrit sur plein de cas d'agression sexuelle dans le milieu du sport puis tout ça. Puis on dirait que ça a fait comme, OK, cette fille-là, non seulement elle est badass, elle tient mes cheveux. Elle est hot, elle est fine, elle me demande comment je vais, elle veut mon bien. Puis en plus, c'est comme un peu mon modèle. Puis j'ai fait ça finalement. Dans ma dernière année de journaliste, j'ai pu écrire des articles plus qui me ressemblaient, puis des choses sur justement les femmes dans le sport, mais j'étais trop brisée. Là, fallait que je parte de toute façon. Ben, d'ailleurs, j'ai le goût d'aller là. C'est peut-être un peu deep, mais quand toute l'histoire de Hockey Canada est sortie, toi, en tant que chercheur, Lou, t'as-tu tombé des nues? T'as-tu fait « Voici mes rapports » comment t'as dit? Ouais, c'est ça. Comment t'as réagi? Avec beaucoup de cynisme. Ouais. Mettons qu'on le rappelle là, pour les gens qui suivent pas du tout. Mais là, vous rappelez-les. Vas-y donc, moi, je suis comme Hockey Canada. Non, ancienne journaliste sportive, vas-y, prends-nous ta voix de oui, ben j'étais plus journaliste quand c'est arrivé, mais quand c'est arrivé, c'est pas vrai, j'étais peut-être encore journaliste quand c'est arrivé, mais quand c'est sorti, c'est ça, c'est des joueurs de hockey de juniors de Hockey Canada, donc entre 16 et 20 ans, qui ont été dénoncés par une femme pour attention, trigger warning, un viol collectif, entre autres. Puis on a appris qu'il y a eu beaucoup de poursuites, en fait, que Hockey Canada avait carrément une enveloppe pour donner de l'argent pour fermer la gueule à des femmes. Et pas un bébé enveloppe. Non. Une enveloppe bien juteuse. Ouais. Au lieu de rendre... au lieu de former ces joueurs à subir les conséquences de leurs actes, il y avait carrément, c'est ça, de l'argent pour faire taire les victimes. Mais est-ce que ça, on la voyait, cette enveloppe-là? Tu sais, comme comment ça... Moi, je suis comme, comment elle s'appelait, cette enveloppe-là? M'amener, il a bien fallu qu'ils le mettent dans un budget, ils appelaient ça... Comme, honnêtement, ils ont tellement... Tu sais, puis je me souviens, toi, Coralie, tu faisais des chroniques aux 24 heures à l'époque, quand c'est sorti, puis tu m'as dit que t'allais écrire là-dessus, puis tu m'as comme appelé, genre, tu peux-tu me faire un cours 101 de qu'est-ce que c'est ça, le hockey? Puis comme, je peux-tu te poser des questions? Puis j'étais comme, oui, vas-y. Puis tu m'avais demandé, justement, est-ce que je suis surprise? Puis moi, tu sais, j'ai pas été témoin de ce genre d'affaires-là pendant que j'étais là, mais à voir comment... Parce qu'il faut comprendre, là, les joueurs de hockey, surtout au Canada, là, depuis qu'ils ont genre 8 ans, là, c'est des vedettes dans leur village, dans leur ville, dans leur secondaire, cégep s'ils sont au Québec, université s'ils sont aux États-Unis, tout ça. Puis après ça, ils deviennent des multimillionnaires, même s'ils jouent 3 minutes par game sur le 4e trio. Fait qu'imagine le genre d'adulte que ça fait. Puis on leur a jamais dit d'assumer les conséquences. On leur a jamais... on leur a enseigné de man up, d'être tough, de se battre. Tu sais, c'est super toxique. Ah, exact. On leur a enseigné qu'ils sont spéciaux. Oui. Ils sont pas... Dans le fond, ils ont un statut qui n'est pas le statut de monsieur, madame, tout le monde. C'est un statut particulier qui leur donne le droit d'avoir tout ce qu'ils veulent, y compris toutes les filles. Qu'ils veulent. J'ai assisté récemment à un congrès sur le sport sécuritaire et il y avait, malheureusement, c'est une chercheuse qui fait sa thèse de doctorat sur dans le fond, la vision des agressions sexuelles chez les hockeyeurs. Elle a parlé avec 7 hockeyeurs qui ont été jusque dans la Ligue américaine. Donc, des personnes qui ont été quand même qui ont joué... la Ligue américaine, c'est un jouet professionnel. Mais qui n'ont pas été impliqués dans des histoires. Qui n'ont pas été impliqués juste dans pour des avoir histoires, leur avis. mais pour comprendre c'est quoi leur vision de la question, puis comment c'était la culture. Il y a aussi les travaux de Michael Robidoux à l'Université d'Ottawa. Lui, il a joué dans la LAH aussi. Non, je pense qu'il n'est pas la Ligue américaine, mais il est allé haut dans le junior majeur, là, qui est en Ontario. Il a écrit un livre super intéressant sur aussi la question des agressions sexuelles entre hommes. Ouh. C'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, mais il y en a.
agressions sexuelles, mais souvent qu'on n'appelle jamais agression sexuelle, là, c'est important de le dire, qu'on va plutôt parler de, je vais le dire en français, de bizutage, hein, les rituels d'initiation, qui habituellement sont toujours très tournés vers la sexualité, donc la nudité, se mettre des choses dans des orifices et les manger ensuite. Oui, parce qu'il y avait ça à Hockey Canada aussi, non? Oui, il y a eu au Canada, il y a eu des programmes de football ou de hockey aussi qui ont été suspendus dans les universités pendant certaines saisons, entre autres, je pense à McGill. Donc, mais souvent, c'est mais je me suis fait faire, fait que je vais le faire. Ça implique souvent de l'alcool. Et ça implique surtout pas de consentement éclairé. C'est ça, c'est comme toxique all around dans tous les aspects. Fait qu'après ça, t'arrives avec... Puis c'est ça, tu sais, on parlait de poc bunny, puis c'est comme un terme super péjoratif, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont... Tu sais, c'est comme si tu me disais Pedro Pascal est au Radio Lounge de Brossard. Ah ouais, non, je me chick, je m'en viens, là. C'est ça, tu sais, je veux dire, il y en a... Puis, surtout maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de savoir les joueurs, ils sortent où, ils se font une story, ils se taguent, ou peut-être maintenant, ils le font moins parce qu'ils veulent pas se faire harceler, justement. Mais, puis là, ces filles-là, puis je veux dire, j'en connais des femmes de joueurs aujourd'hui qui ont une fois été des femmes qui erraient dans les bars à la recherche de... Puis, tu sais... As one ils ont shot, c'est dans le consentement, puis ça leur tente, je veux dire, why not peanut, là? Puis le gars, tu penses-tu qu'il va se refuser ça? Puis, tu sais, moi, en tout cas, j'avais un de mes collègues, ça m'avait marqué qu'est-ce qu'il m'avait dit, parce que moi, là, j'arrivais un peu pure là, dans ce milieu-là, puis moi, j'aimais le hockey, puis j'avais une relation comme romantisée avec le hockey, là, tu sais. C'était mon enfance, c'était mon adolescence, je les aimais, les joueurs, je les respectais, c'était mes dieux, là, tu sais. Puis là... J'arrivais avec mes collègues, tu sais, genre 10-15 ans plus vieux que moi, puis ils étaient comme, non, mais même le joueur le plus laid du 4e trou du Canadien trompe sa femme, tu sais, puis j'étais comme, oh non! Mais parce que c'est ça, ils ont tellement accès, puis des fois, ce qu'on me disait, c'est, il y a des ententes avec leurs femmes, tu sais, comme tu dis, si c'est dans le consentement, puis que la femme en retire quelque chose de bien aussi, tu sais, tant mieux, puis si c'est une relation ouverte, whatever, tu sais. Mais où est-ce qu'on voulait aller avec ça? Donc, ils baignent là-dedans, ils se font pas dire non jamais. Et il y a aussi des exemples, malheureusement, au plus haut niveau, où on a aussi tenté de cacher ça. Je pense au cas de Patrick Kane, il y a déjà quelques années, joueur, ça va au terme de la renommée du hockey, là, ce gars-là, il y a eu des grosses accusations d'agression sexuelle, puis... il a été backé par son organisation d'alors qui était les Blackhawks de Chicago. On reviendra d'ailleurs avec les Blackhawks de Chicago. Non seulement un nom, une image raciste sur leur chandail, d'appropriation culturelle, mais aussi quelques scandales sexuels dans le placard. Plusieurs, dont un qui... donc, il y avait Patrick Kane, puis finalement, la fille, elle a juste abandonné les poursuites. Là, on ne saura jamais ce qui s'est passé parce qu'elle se faisait... elle recevait des lettres de menaces. Intimidée. Puis Patrick Kane, il est multimillionnaire. Pour la fille. C'est ça. Comment tu gagnes contre... un multimillionnaire déjà seul, mais et tout le système toxique, patriarcal du hockey autour. Puis dans le cas des Blackhawks de Chicago, donc, il y a une victime d'agression sexuelle, un homme, qui était une recrue à ce moment-là, donc qui était joueur, là, qui avait un contrat avec les Blackhawks de Chicago, qui a été agressé sexuellement par un entraîneur adjoint, l'entraîneur de la vidéo. Oui, c'est vrai. Et il a rapporté, et on lui a dit « Femme ta gueule ». Il était en finale de la Coupe Stanley, ils ont remporté la finale. L'entraîneur avait son nom sur la coupe. Et lui, il n'a jamais finalement percé. Puis à un moment donné, il s'est retiré. Puis là, c'est sorti. Mais non seulement il l'avait dit, mais tout le monde savait. L'entraîneur principal, Joel Kenville, le savait. Le DG, l'assistant DG. Et tu sais quoi? Ces gens-là, ils ont tous encore une job maintenant dans la Ligue nationale. Et ils ont étouffé l'affaire et l'entraîneur... Puis ils ont juste... Ils ont mis à la porte le gars, c'est-à-dire ils l'ont fait démissionner. Ouais. Et il s'est retrouvé un job dans un programme universitaire. Ah ouais, puis y a-tu des pistes de solutions à part pour ces... Tu sais, mettons, toi, en tant que chercheur, Lou, y a-tu des trucs... Est-ce qu'ils t'ont demandé ton avis? Je veux dire, y a-tu 1000 chercheurs? Y a-tu quelque chose que tu fais? Hey, moi, je pense qu'on devrait faire ça. Faut le dire, il y a une chaire de recherche à l'Université Laval, entre autres, la chaire Sims, qui travaille sur ces enjeux-là, spécifiquement les enjeux d'abus, de différents types d'abus, y compris abus sexuels dans le sport. Donc, il y a de la recherche qui se fait, il y a de la formation qui se fait, il y a Sportel qui existe aussi pour les victimes de violences. Puis, donc, il y a des choses qui se passent, là. Okay. Au plus haut niveau, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Là, ça, je ne vais pas me prononcer, mais je me permets d'avoir un doute. Ouais. Mais c'est sûr que pour les plus petits, il y a des choses qui se font. Est-ce que c'est assez?
Ça, c'est Moi, une genre, je question. m'amuse à dire quand on me pose la question, est-ce que ton ancien milieu a changé? Je suis comme, je pense que c'est le seul milieu qui a pas changé post-MeToo. Puis moi, j'étais là. Puis le milieu de l'humour. Ben, puis le milieu de l'humour, visiblement, mais le milieu de l'humour a sorti quelques vidanges. Je sais pas là, si le hockey l'a fait. Puis il y a encore moins de femmes qu'il y en avait avant. Tu sais, je sais pas. Mais moi, j'étais là pendant la première vague de MeToo. Là, en 2017, c'était comme mes dernières années comme journaliste. Puis tu sais, comme je vous dis, là, je commençais mon éveil féministe. J'avais pas encore le vocabulaire pour tout comprendre. Puis ça, puis je me rappelle, tu sais, on a comme une salle à manger, là, les journalistes, juste avant d'aller à la Galerie Presse, le salon Jacques Beauchamp au Centre Bell, où est-ce qu'il y a juste une toilette pour femmes. Puis j'étais assise là avec Elisabeth Rancourt puis avec 2 journalistes monsieur. Puis on parlait de ça, MeToo, puis ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Puis le discours autour de la table, c'était « Oui, mais là, les femmes, ils ont juste à appeler la police. » Tu sais, c'était comme le discours de base, là. Puis il a fallu, puis là, ça m'a étonnée, c'est le monsieur qui est Derek Aucoin, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était un ancien joueur des Expos puis qui commentait le hockey pendant des années au 98.5. C'est lui qui a fait « Hey, si une femme parle puis qu'elle dit qu'elle a souffert, puis tu te tais puis tu écoutes. » Puis il y avait des journalistes femmes là, autour de la table qui étaient super dans le slut-shaming puis tout ça. Puis c'est lui qui s'est levé puis j'ai fait « OK, il y a peut-être un peu d'espoir. » Puis moi aussi, je commençais à me développer mon esprit critique par rapport à ça. Puis j'étais comme « OK, oui, si Derek le dit, moi je suis plus d'accord avec Derek. » Fait que là, je m'enlignais vers ça, mais ça augurait pas bien pour ce que le milieu ait une prise de conscience du tout si tout le monde autour de la table. Puis tu sais, le pire, c'est que tu parles à toutes ces femmes-là, puis il y en a plein qui sont capables de nommer des choses problématiques qu'elles ont vécues, que ce soit aussi grave que des agressions sexuelles, que ce soit du harcèlement, du slut-shaming, sans faire lancer des boulettes de tape. Moi, j'ai des amis journalistes que je nommerai pas, mais les joueurs, par exemple, je vais les name-dropper dans la prolongation parce que je suis tannée qu'on les idolâtre, puis je veux que vous sachiez c'est qui vos vedettes, bref, qui sont dégueulasses, mais qui recevaient des DM de joueurs, là, mais à tous les jours. Puis genre, viens, puis dans ma chambre d'hôtel, puis ils travaillaient ensemble 5 minutes avant, là. Puis t'es comme, hey, tu peux avoir toutes les filles que tu veux. Peux-tu laisser les journalistes sportives tranquilles? Ouais, ça m'étonne pas. Je me souviens d'une journaliste qui m'avait dit qu'une fois, elle était allée dans... C'était un entraînement, fait qu'elle se présente, elle est habillée normalement, là. Elle avait des jeans, des pantalons plus serrés, là, mais tu sais, comme convenable là, pour travailler, là. Et il y a un joueur qui a slidé dans ses DM pour lui dire « J'aimerais t'arracher tes choses. » En anglais, « J'aimerais t'arracher tes pants. » Puis là, elle dit « J'ai plus jamais remis ces pants-là. » Ben non, mais tu t'imagines, puis... C'est parce que tu t'en vas travailler. Mais c'est ça, mais travailler, ils sont convaincus qu'on est là parce qu'ils sont cute. On s'en calisse de vous, si vous saviez. Je pense de le dire aux auditeurs et aux auditoristes, en fait. Tu sais, ces gens-là, là, de qui on parle, là, quand on parle du Canadien ou du hockey professionnel, ce sont justement des professionnels. C'est leur travail. Eux aussi, quand ils le font, sont dans un contexte professionnel. Je ne dis pas que ce serait acceptable dans un contexte non professionnel, mais je veux dire, ils sont à la job. Ouais. C'est non éthique à plusieurs niveaux. Ouais. Puis, ils ont un employeur. Ouais. Puis si on se plaint visiblement, à l'employeur, c'est qui va perdre, vous pensez? T'sais, moi, je me souviens, parce que moi, je voyageais pas beaucoup avec le Canadien, je faisais surtout les matchs à domicile, mais des fois, quand ils se rendaient loin en série, ça arrivait qu'on débloquait un budget puis qu'on m'envoyait. Puis ça a donné dans ces années-là que j'allais souvent à Tampa Bay, qui est une ville que j'adore. Tu vas à l'Arena à Gogun, what's not to love? Bref, mais en même temps, c'était super climatisé, super pas bon pour l'environnement parce qu'il fait 40 dehors. En tout cas, hein, vous comprenez? J'adore cette équipe depuis que je suis jeune. Je l'aimais beaucoup en plus, fait que j'étais contente d'aller couvrir le Canadien à Tampa Bay. Le Canadien se fait éliminer. Fait que c'est un peu la dernière soirée qu'on a tous les journalistes ensemble. Fait qu'on finit le match, on finit de travailler, puis on s'en va prendre un verre, je sais pas dans quel bar de Tampa Bay. On croise Mike Weaver, qui est un ancien défenseur du Canadien qui a pas fait sa marque, mais qui était bien sympathique avec les journalistes, fait qu'on l'aimait bien. Mais là, on est tous comme... C'est bizarre, on va s'asseoir, tu sais, comme, mais tu sais, les gars se posent pas cette question-là, ça va tous s'asseoir avec. Exact. Nous, les filles, on se regarde, puis on est comme. Fait que là, on se dit, on va suivre nos collègues, fait qu'on jase un peu avec. Puis là, à un moment donné, il y a un mouvement qui s'amorce on retourne à l'hôtel, puis ça a donné qu'on était tous à peu près au même hôtel, et les joueurs et les journalistes, ou en tout cas certains joueurs, certains journalistes. Puis là, moi, je marche, puis je me pose pas trop de questions, puis je marche avec mes chums de filles journalistes, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je suis comme, OK, fait que où est-ce qu'on s'en va? Mike Weaver nous invite à sa chambre avec, genre, dans la chambre, il y a Plekanec, puis il y a Markov, puis il y a nanana, puis comme, voulez-vous... Moi, je suis comme, je mets pas les pieds là. Pas parce que j'ai peur de me faire agresser à l'époque, en tout cas, peut-être que j'étais naïve, mais c'était,
de quoi tu penses ça va avoir l'air? Es-tu malade, moi, qu'une femme journaliste qui a déjà tout à perdre, je vais aller passer la soirée à prendre des verres avec les joueurs. Puis là, je regardais, puis j'avais des amis journalistes qui sont... C'est ça, que c'était pas des filles qui connaissaient le hockey ou qui, tu sais, ils ont juste été catapultées là parce qu'elles étaient bonnes à la TV, puis elles étaient belles, puis tout ça. Puis les autres sont comme, nous autres, on va y aller, il y a rien, tu sais, il y a rien là. Moi, j'étais comme... Moi, je peux pas. Genre, moi, j'avais quitté immédiatement, puis je suis partie. Finalement, ils m'ont dit qu'ils se sont fait kick out par Plekanec. Parce que Plekanec voulait pas voir de journaliste là non plus. Parce que Plekanec voulait pas savoir qu'il porte pas toujours un col roulé. Oui! Les amateurs de Plekanec le comprendront. Octave qui va comprendre la blague. C'est sûrement le seul épisode qui va genre écouter de même, là, avec les... Ouais. Puis mettons, là, si on veut aller vers l'espoir. L'espoir, Demandez pas à moi. Non, mais mettons... tu sais, vu que t'es chercheur, Lou, est-ce que pour les femmes dans le sport, on a dit que j'allais peut-être avoir un peu d'espoir pour les roses puis la victoire. C'est quoi? Parce que je t'ai vu, j'ai vu entre autres que tu avais parlé par rapport à l'écart salarial qui est vraiment important entre, tu sais, qu'il y a des filles dans l'équipe qui sont réservistes qui font même pas... 35 000. Ouais, 35 000 par année, c'est rien, là. Je veux dire, c'est un salaire d'artiste, d'habitude. Ouais. Mais, fait est-ce que tu as de l'espoir pour ça? C'est quoi le bilan, là, à date? OK. Ben moi, j'ai de l'espoir, OK? J'ai décidé d'être... il faut. Des fois, on me surnomme le roi du bémol, là, mais là, je vais y aller sans bémol. Non, j'ai de l'espoir. Premièrement, c'est la première fois qu'on a... C'est le fun de voir qu'en ce moment, ça bouge du côté du sport féminin. Ouais. Dans tous les niveaux. Donc, il y a une amélioration. Tu sais, c'est la première fois qu'il y a des ligues professionnelles au Canada. Je veux dire, première fois, une ligue vraiment professionnelle. Il y avait eu une tentative quand même auparavant. Il y avait eu du non-professionnel, il y avait eu du genre de semi-professionnel. Tu sais, ils te payaient tes gants, là. Mais... ouais, le Canadien te prêtait. C'est vraiment ça? C'est arrivé à l'époque où les Canadiens de Montréal qui s'appelaient avant les Stars. Ouais. En fait. J'aurai une anecdote là-dessus plus tard. Puis, fait qu'on a fait du chemin, là. Je veux dire, ils remplissent la place Belle régulièrement, là. Ça. Je veux dire, un match du mercredi soir, il y a 6-7 000 personnes qui y vont. C'est du monde en tabarnouche. Je sais pas si vous avez eu la chance d'y aller. Oui, Emna. Oui. Octave aussi qui nous écoute. Tu peux sortir la fille du hockey, mais pas le hockey de la fille. Mais je fais non, juste mais le bon hockey. Le hockey tu vas y aller puis tu vas capoter ta vie. Ah, je suis sûre. C'est plein de femmes queer puis de personnes queer. C'est full le fun. Je trouve qu'il y a une réappropriation des espaces qui auparavant étaient uniquement féminins par une foule qui est complètement différente quand on va voir ces matchs-là. Les codes sont différents. La musique qui joue est pas la même. DJ Montana! Oui! C'est une femme DJ vraiment cool. Vraiment cool. Qui fait genre du Céline Dion house. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. C'est genre le gros highlight du match au Centre Bell, c'est Patrick Watson qui est venu chanter. Tout le monde était comme « Oh my God! » Tu verras pas ça au match canadien. Là. Ouais. Donc, il y a vraiment une réappropriation des espaces que je trouve magnifique. Avec les Roses aussi, j'y suis allée. Tu sais, on le sent. Les Roses, c'est la première équipe de soccer. Oui, de la Super Ligue du Nord. Donc, il y a 6 équipes là, au Canada. L'autre, c'est la LPHF. Donc, on est rendu à 8 équipes. Il y a eu une expansion les 2 premières saisons, 6 équipes. Fait que c'est beau de voir ça. Puis c'est la première fois quand même que les filles sont payées. Pas assez, peut-être, mais au moins, pas assez, mais au moins, elles sont payées, elles ont des congés de maternité, puis elles ont des assurances. Fait qu'on va quand même les prendre. Ben moi, j'ai de l'espoir pour le vrai sport, on devrait pas genrer, mais quand je dis le vrai sport, vous devriez savoir que je parle de sport féminin. Mais pour le hockey, le soccer, puis pour tout ce qui se développe en ce moment, puis je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'inscriptions au hockey féminin depuis les dernières années, justement, parce que là, tu vois que ça se peut, là, qu'il y a quelque chose qui se peut. On le voit que quand les filles... C'est la même chose pour tout le monde. Quand on peut se projeter, on a envie d'y aller. Ouais. Donc, il y a des choses qui se passent qui sont positives. Donc, ça, c'est beau. Il y a encore du travail à faire, beaucoup. Il y a beaucoup, entre autres, je pense, partout, mais entre autres au niveau des entraîneurs. Au Québec, là, on est stagné à 1/3, même pas 1/3 des coachs au Québec. Là, je parle aussi du sport amateur. Là, je parle pas nécessairement du sport professionnel, qui sont des femmes. Puis ça, c'est la situation est la même depuis 25-30 ans. Moi, j'ai pas croisé... J'ai brièvement joué au hockey quand j'étais jeune. J'ai pas croisé d'entraîneur femme. Non, puis c'est dans à peu près tous les sports. Même dans les sports qui, au niveau de leurs effectifs, sont dans la zone paritaire du 40-60, ça signifie pas nécessairement qu'on va réussir. Donc, les coachs, c'est souvent d'anciens athlètes, ou pas nécessairement de haut niveau, là, des gens qui en ont fait. Pas tous, mais une partie. Puis visiblement, on garde pas les filles qui s'en vont. Les filles qui ont fini, mettons, une carrière athlétique, qui sont rendues, ils vont pas rester. Puis là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on
on peut pas juste faire « ben c'est comme ça ou ça va venir », parce qu'il y a beaucoup de pensées magiques. C'est pas juste en sport, hein, accessoirement, là. Ça va venir, le monde change de comme... Écoute, si on attend que le monde change, ça va jamais arriver, là, parce que ça avance. C'est la prophétie autoréalisatrice. Oui, c'est la prophétie autoréalisatrice. Fait que, tu sais, t'es comme, ça va pas se passer si on fait pas d'action. Il y a des actions qui sont mises en place. Super, mais il faut continuer aussi. Là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais à faire de la recherche. En ce moment, un des projets qui me fait beaucoup vibrer au lab, c'est la cartographie des inégalités genrées. Avec 4 sports, hockey, soccer, baseball, natation artistique, on a cartographié le Québec avec où sont les installations, où sont les personnes, c'est quoi le facteur d'accessibilité, en ayant une lunette plus intersectionnelle, donc en regardant aussi le niveau socio-économique, la défavorisation donc sociale et matérielle, et ce genre d'outils-là pour comprendre qui on va chercher, mais qui on va pas. Puis on se rend compte qu'au Québec, il y a probablement ce qu'on appelle des déserts récréatifs. Des endroits où les personnes, jeunes et moins jeunes, n'ont juste pas d'accès à la pratique sportive. Fait qu'on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant du sport professionnel parce qu'il occupe beaucoup nos médias. Beaucoup. Mais c'est un petit peu la pointe de l'iceberg, tu sais. Des fois, je dis, le sport professionnel, là, c'est le bout de mon petit doigt, là. Puis le reste, c'est tout le sport. Il y en a peu de personnes, dans le fond, la plupart d'entre nous, avons des expériences qui sont de niveau récréatif et c'est tout à fait légitime d'en parler et de parler aussi de l'accessibilité à ces sports-là, que ce soit l'accessibilité territoriale ou économique ou de se sentir bien soi-même et être soi-même dans le sport. Ouais, c'est fou. Tu sais, moi, j'ai joué pour les Rebelles de Laval. Midget, comment ça s'appelle? Midget B. Je pense. Parce que les meilleurs, c'est Midget 2A, Midget A, Midget B, Midget C. Puis c'est pas parce que j'étais comme dans la 3e meilleure équipe, c'est parce qu'il y avait juste Midget 2A ou Midget B. Puis je savais pas freiner d'un bord. Fait que j'étais dans Midget B, OK? Puis fait que j'avais 17 ans, puis j'ai décidé de commencer à jouer au hockey, puis je savais pas patiner, là. Fait que j'ai vraiment commencé à frette. Mais j'étais vraiment motivée, puis ça me tentait. Puis Colin, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était rough, là, dans le sens... Moi, tu sais, je veux dire... On était à Laval, puis Laval, c'est une plus grosse ville que je pensais. Parce que moi, j'habitais dans un petit quartier, puis les gars, eux autres, les gars de mon école secondaire, ils jouaient dans l'aréna de notre école secondaire. Tu sais, c'était ça, leur aréna. Mais nous, notre aréna à domicile, c'était toute Laval. Fait qu'aujourd'hui, on jouait à 5 minutes de chez nous. Demain, notre pratique était à 45 minutes de char de chez nous. Mais c'était encore Laval. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un assez grand bassin. Puis on jouait contre... Tu sais, eux autres, les gars, ils jouaient entre gars de Laval, puis des fois, ils sortaient de Laval. Oui, mais j'ai vu ça aussi, qu'il y a un problème de genre... par rapport à l'horaire, genre. Les gars ont comme souvent la priorité sur l'horaire du hockey. Nous, on avait les filles, c'est comme demi-glaces. bonne chance. On jouait Midget 2A puis Midget B. Là, les filles, on pratiquait ça en même glace, moitié de glace. Puis les gars, la ligue de garage de gars chauds, là, à 11h le soir, eux autres, il y avait une pleine glace. C'est des enjeux. C'est parce que les heures de glace, souvent les arénas, pas toutes les arénas, il y a des arénas qui sont privés, puis la majorité des arénas sont municipaux. Fait que ça fait en sorte que tu as le droit à un certain nombre d'heures un club de hockey a le droit à un certain nombre d'heures qui lui est attribué par le nombre d'inscriptions, par le nombre d'équipes. Mais après ça, la ville va pas regarder comment tu les distribues à l'intérieur. Puis si tu sais mettons que tu as moins de filles que de gars, c'est sûr qu'au final, ça fait moins d'heures. Sauf que normalement, mettons, chaque joueur serait supposé, puis là, les chiffres que je vais vous donner sont fictifs. Mettons qu'il faudrait qu'au bout d'une saison, chaque joueuse ait eu l'équivalent de 15 heures de glace. Mais il n'y a personne qui va venir valider qu'il a vraiment eu 15 heures de glace. Ça se pourrait qu'un gars se ramasse avec 20 heures, puis toi, tu vas en avoir juste 10. C'est un exemple. Parce qu'il n'y a pas de validation après de ça, parce qu'il faudrait avoir une personne qui s'en occupe. Ouais. Et avoir une personne qui s'en occupe, ça demande de l'argent. Tu sais, déjà, c'est important de comprendre... pas important, mais en tout cas, je pense que c'est important de comprendre que les fédérations sportives québécoises, là, dans le sport civil, tu sais, il y a des fédérations, là, ça fonctionne presque juste au bénévolat. Ouais. On leur demande des redditions de comptes, avec raison, parce qu'ils sont en partie financés, mais t'es comme, tu leur donnes le moyen de les faire, les redditions de comptes. Fait que je grince plus des dents quand c'est des grosses organisations de parler de Hockey Canada. Il y a des fédérations nationales et même provinciales qui ont beaucoup d'argent. Il y en a d'autres, là, tu sais, la Fédération de pétanque du Québec, là, ils ont un employé et demi, peut-être. Fait que c'est ça aussi, il y a un déséquilibre dans ça, puis il faut aussi en être conscient, puis des fois, les sports féminins vont finir par être désavantagés aussi dans certains cas parce que les sports dits typiquement féminins ne sont pas nécessairement les sports qui regroupent le plus de personnes. Oui. Ça me fâche. Fait que oui, une des façons de genre imaginer, parce que les épisodes estivaux sont très en mode comment faire la révolution. Je pense que c'est à peu près ça. Fait que tu sais, comme de penser en amont, dans le fond, de dire genre ce genre
d'accessibilité pour tous, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait comme viser, cette oui, il faut vraiment. Moi, je pense, là, sincèrement, je pense que ça va commencer par le bas. On peut pas s'attendre à ce que ça vienne d'en haut. Ça va pas venir de la Ligue nationale de hockey. Ça va pas venir du sport professionnel ou du sport de très haut niveau. Ça va venir d'en bas. De la fondation Tim Hortons, genre. Des petites bits qui jouent pendant les entraînements. Ben, ça va commencer aussi par avoir un changement au niveau de c'est quoi des sports de gars et des sports de filles. On en est encore là. Il y a des grosses divisions genrées. Tu sais, le hockey, c'est encore vu comme un sport de gars. Y a-t-il plus de filles qui le jouent? Oui. L'arrivée de la victoire est-elle excellente? Oui. C'est une super nouvelle. Malgré tout, on parle quand même de quoi? Même pas 10% des personnes, des membres de Hockey Québec, c'est des filles. C'est pas beaucoup, là, 10% là, sur une fédération qui est vraiment grosse, pas la plus grosse. La plus grosse, c'est soccer. Sur une population qui est supposée être genre 50% de la population. Exact. Donc, on a encore beaucoup de stéréotypes de genre. Puis c'est aussi des fois, tu sais, vous allez dire une affaire aussi niaiseuse que l'équipement approprié. Il y a des filles, tu sais, quand t'as une couette, là, ben, il y a des casques qui sont pas faits pour ça. Ouais. Les filles qui ont des cheveux plus volumineux, disons, comme entre autres les filles racisées, les filles noires qui ont des... Ben, souvent, les casques, le cheveu rentre pas dans le casque de hockey. Des fois, ça rentre pas dans le maillot, dans le casque de bain. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, on y pense pas, mais il y a des gens qui sont plus privilégiés aussi dans l'accessibilité par le biais de l'équipement, par le biais aussi de faire du sport organisé. Ça coûte cher. Puis là, moi, même mes parents, ils étaient pas down là, quand je leur ai annoncé que j'allais jouer au hockey. Là, ils étaient comme, de quoi tu parles? C'est comme, puis quand je choisis le sport le plus cher. Puis quand on regarde les courbes, c'est vraiment pas le plus cher, par exemple. Je veux juste te le dire. C'est lequel? C'est-tu genre le tennis, le golf? La natation, tu sais que c'est excessivement cher. Ah ouais? Quand t'es dans la piscine, des heures de piscine, ça coûte tellement cher au club. C'est pas tant l'équipement, c'est pas l'équipement, heures. Mais il y a quand même les équipements de spectacle parce que c'est correct d'avoir ton petit maillot là, que tu nages pour t'entraîner. Mais quand t'as un spectacle, pis tout, là, il y a de l'argent. Là-dedans, je dis pas que c'est le plus cher, mais ça varie vite. Puis là, quand tu t'inscris, t'es petit, pour tout le monde, c'est pas trop cher. Okay, mettons que c'est 200$, 300$. Je dis pas cher, c'est cher en tabarnouche, là, mais OK, tu sais, on va dire, ouais, OK, fine, là. Mais là, si t'aimes ça, là, t'as la piqûre, toi, on t'a piqué, là. Là, les frais commencent. Parce que ça, c'est beau, là, c'est le début. Mais plus tu vas aller, plus ça va coûter cher. Et là, si t'es bon ou t'es bonne, ben là, on tombe facilement dans les milliers de dollars pour des saisons. Puis là, je compte pas l'équipement. Moi, je vous parle de l'inscription net frais de sec, là. Donc, c'est rapidement des coûts importants, puis on voit qu'il y en a beaucoup qui lâchent, puis encore plus les filles. Donc, c'est aussi valoriser l'activité physique chez les filles et les femmes. Vous me permettez de raconter une anecdote? Oui, une anecdote d'espoir, OK, tout le monde? Oui. Let's go. Ça, là, si j'ai des gens qui me connaissent, vous savez qu'en ce moment, je suis intarissable sur cette chose. Donc, alors, j'ai pris un cours de vélo cet été. Là, vous allez dire, tu savais pas faire de vélo? Ah ouais. Moi, je savais faire du vélo, mais je viens de Rivière-Éternité. Question quiz, c'est où? Autour du lac. Je sais pas, non. T'es allé à Petit Saguenay récemment. Ah, ben c'est au lac. C'est au Saguenay. C'est au Saguenay. Donc, c'est un petit village de 400 personnes où il y a de la circulation lourde à 90 km/h puis il n'y a pas de trottoir. Donc, bref, pour moi, le vélo, j'en faisais, je sais en faire, mais j'en ai jamais fait une pratique régulière. Puis là, en ville, oublie ça, j'avais peur de mourir sur la route, là. Mais Vélo Québec font un atelier qui s'appelle Tout à vélo, où ils acceptent aussi les personnes non-binaires. Je veux parler de cette initiative-là parce que pour moi, là, ça, c'est un vecteur d'espoir pour les femmes et les filles en sport. Donc, fait que là, on arrive au premier cours. Ils fournissent le casque, le vélo, tout. Il y a une halte garderie. Oh! OK? Fait que t'as des enfants, t'amènes tes enfants. C'est gratuit. Ils ont pensé, là, c'est ça. C'est réfléchi. Ouais. Et là, on arrive, puis on est je sais pas, on était le premier cours 15 peut-être. Et là, il y en a qui n'ont jamais fait de vélo, fait qu'ils enlèvent leur roue. Puis là, il y a 4 monitrices, puis là, ils partent selon où ce qu'on est. Et là, on a fait notre première sortie. Moi, je savais faire du vélo, donc on était dans un groupe plus avancé. On était ma blonde et moi. Et là, on a fait samedi notre excursion en ville, la première. Là, c'était bien excitant. On se pouvait plus. Puis là, on va faire un potluck. Mais là, c'était des femmes qui venaient de partout dans le monde, OK? Certaines sont nées au Québec, certaines autres non, qui avaient plein d'âges, jamais appris. Il y en a qui puis quand ils nous demandaient nos motivations, il y en a qui disaient je vais aller au travail, d'autres qui disaient je vais faire du vélo avec mes enfants. Mais là... Et de voir cette sororité-là, puis ce qui s'est passé la semaine passée, il faisait chaud samedi dernier. Oui. Puis là, il y avait une femme avec un hijab, il y avait... Puis on a tout fini dans un jeu d'eau, toute la gamme, tout habillé. Ça, c'est beau. Pour moi. Puis ça, c'est de l'activité physique. Donc, donc on a misé sur une accessibilité à une activité
physique, où il y avait des femmes qui ne se seraient peut-être pas inscrites s'il n'y avait pas une gratuité, une accessibilité facile, une halte garderie, et qui maintenant vont pouvoir faire du vélo dans les rues de Montréal de manière sécuritaire. C'est gratuit. C'est gratuit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Emna. Bon, Emna pleure. Elle a même pas fait un édito sur la Palestine, puis elle pleure à faire. J'imagine toutes les madames, toutes les personnes non-binaires ensemble, puis je trouve ça beau. Mais c'est vrai que c'est beau. Puis moi, j'y crois à ces initiatives. Ça, c'est l'agenda vélo. Ça, c'est ça que Valérie Plante a veut. Mais là, c'était le vélo, mais on pourrait imaginer d'autres pratiques sportives et d'activités physiques, le plein air, les activités, mais il faut se donner les moyens de nos ambitions. Puis une des choses qu'il faut aussi penser, c'est ne pas juste penser le sport comme ayant une visée de produire une élite. Parce que le système sportif, les structures sportives, qui sont de plus en plus questionnées, je tiens à le dire, aussi à l'interne. Hein. Il y a des questionnements à l'interne dans plusieurs fédérations, au RSEQ et tout ça. Ça, c'est beau à voir. Moi, ça me donne l'espoir, ça. De dire, est-ce que toute notre... Parce qu'il y a un financement quand tu crées de l'élite. C'est ça l'affaire, c'est que le financement, l'argent vient, ça a une valeur monétaire de former l'élite. Fait que ça, c'est un problème. Tu dis, ouh. Fait que ton programme de madame qui font du vélo, là, ça donne pas d'argent à Vélo Québec, ça, là. Ben, peut-être qu'ils ont une subvention pour le faire, mais vous comprendrez qu'ils n'ont pas formé l'élite des prochains qui vont faire le Tour de France, là. Je veux dire, moi, je suis contente d'aller faire mon épicerie en bicycle, là. C'est ça que ça s'arrête là. Fait qu'il faut aussi penser, donc, à partir du moment où on repense notre système sportif pour valoriser la participation, le récréatif, puis aussi penser aussi à une valeur de santé physique, santé mentale, santé sociale, parce que c'est ça aussi, le sport. Je suis vraiment positive là-dessus. Ben oui, j'adore ça. Si on pense notre sport comme ça, puis on lui donne ces valeurs-là, on remet ces valeurs-là centrales au sport plutôt que juste gagner, faire de l'argent, ben je pense que là, on peut assister tranquillement à un vrai changement de culture. Oui. Parce que c'est ça qu'il faut, ça ne changera pas s'il n'y a pas de changement de culture. Il se met en branle, mais il n'arrivera pas de lui-même. Il faut poursuivre les initiatives, mais aussi poursuivre la recherche pour vérifier que les initiatives fonctionne. C'est bien dit ça. Mais tu sais, puis même à plus petite échelle, quand on pense à qu'est-ce que nous, on peut faire, là, ou les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager, uplifter comme le développement du sport, puis des femmes, puis des personnes non-binaires dans le sport. Tu sais, je t'avais entendu parler du marquage du féminin, tu sais, parce que quand on dit « Ah ouais, j'ai écouté un match de la NBA », on pense la National Baseball Association, les gars. Mais, fait que là, on dit, je vais écouter un match de la WNBA. Mais pourquoi on dit Women's National Baseball? Alors que, comme, peut-être que pour moi, le neutre, c'est les femmes. Fait que, dorénavant, puis je pense que c'est Manal Drissi qui nous avait dit ça aussi. Elle était comme, moi, quand je dis NBA, je veux dire les femmes. Puis je m'en crisse. Pour moi, le neutre, c'est les femmes. Puis, même chose, la PWHL, donc la ligue dans laquelle la Victoire de Montréal, la nouvelle équipe de hockey féminine, joue. Ben, dans la ligue, on dit Feminine League. Mais dans la Ligue nationale de hockey, ça dit pas la Ligue. Fait que moi, je pense que dans les micro-féminisme, les petites actions micro-féministes qu'on peut faire, c'est appeler le sport du neutre le sport féminin. Oui, puis de s'éloigner. J'aimais ça, l'affaire de s'éloigner de l'élite aussi, parce que je pense qu'en plus, chez les femmes, il y a beaucoup de le sport, c'est fait pour être sexy. Un peu, tu sais, le sport, c'est fait pour être cut. Puis aussi, puis par rapport, les statistiques sont comme effarantes là-dessus. Les femmes abandonnent le sport très tôt, font pas de sport en vieillesse. Puis les statistiques par rapport aux maladies cardiaques aussi sont vraiment très élevées chez les femmes, alors qu'il n'y a pas d'études sur les femmes. Et alors que on sait que plus d'activité physique va diminuer le risque de maladies cardiovasculaires aussi. Fait qu'on dirait que genre c'est vraiment un effort de tout et dans tout, de juste comme juste aller faire du tennis pour le fun, ça peut être aussi une bonne façon. Puis là, je veux pas centrer évidemment un épisode de Farouche sur les pauvres hommes, mais je veux dire, je pense qu'il en souffre beaucoup. Tu sais, combien d'histoires on entend de père là, qui vend quasiment son rein pour envoyer son petit gars dans tout, tu sais, mettons, moi j'entends beaucoup au hockey, là, puis là, des familles entières qui déménagent pour que le petit gars puisse jouer dans une meilleure ligue de hockey, dans l'espoir qu'il aille dans la Ligue nationale un jour, alors qu'il finira peut-être même pas dans le junior majeur, tu sais. Ça aussi, c'est une espèce de valorisation de
ben, tu sais, puis je sais pas comment on quantifie quand est-ce que l'enfant aime ça, puis qu'on le pousse positivement, puis quand est-ce qu'on s'acharne, tu sais. Ben, aux États-Unis, il y a des cas de personnes qui se font obligées de faire du football aussi, puis qui veulent même pas en faire pour juste... Avoir la bourse pour entrer à l'université. Ben, pour avoir la bourse, puis à l'université, puis après ça, ils ont des commotions cérébrales, puis comme il y a des enjeux aussi physiques, là. Si ça te tente pas de faire un sport, puis t'es obligé de le faire, tu peux te blesser aussi. Ouais. C'est quand même dangereux, là. Moi, je sais pas. Moi, j'ai vu des familles, tu sais, mettons, la famille de mon ex, c'est beaucoup le hockey, puis le petit-neveu de mon ex, il est tellement bon, là, puis comme, il est le meilleur de son équipe depuis qu'il est enfant, mais je suis comme... Moi, on dirait que je voulais... Je sais ce que c'est, j'étais comme, je voulais l'encourager, puis c'est vrai qu'il était bon, le petit garçon, puis tout ça, puis... Mais il y a une partie de moi qui était comme, mais on peut-tu le laisser dessiner aussi? On peut-tu... Il me semble qu'à tous les jours, chaque fois que je viens chez vous, on patine sur quelque chose, là, tu sais. Je pense que c'est un trop, parce que c'est la formation de l'élite demande, la façon dont c'est vu, c'est qu'il faut prendre plusieurs heures par semaine. Fait que toute la vie de la familiale devient tournée vers la pratique sportive d'un enfant, par exemple. Souvent, le garçon. Très souvent, le garçon. S'il y a une fratrie, là, s'il y a des sœurs aussi. Puis, ça devient... La notion de plaisir est un peu évacuée. Beaucoup, dans certains cas, évacuée. Puis... Voilà, puis ce que tu parles un peu, tout est dans tout, hein, comme tu le disais tout à l'heure. T'sais, on revient à la notion de consentement éclairé. Est-ce que ton consentement, par exemple, parce qu'il y a toujours, peu importe ce qu'on fait dans une pratique sportive ou une activité, il y a toujours un niveau de risque qui est variable. Fait que c'est ce qu'on consent vraiment ou est-ce qu'on se sent forcé de le faire? Ben ça, c'est une autre chose. Mais... ouais. Puis, je peux-tu... Oui, vas-y. Je sais je suis dans un podcast misandre, mais je vais quand même, pas pour les pauvres hommes, mais je vais plugger une recherche qu'on a faite, parce que je trouve que on va parler des filles et des garçons, c'est pour ça. Ouais. On a fait une grosse recherche sur la mixité en sport. Tu sais, quand les gars et les filles jouent ensemble, ou jouent pas ensemble. Puis une des choses qui était super intéressante, c'est que, comme tout, là, la mixité ou la non-mixité ont des zones d'ombre. Il n'y a rien qui est intrinsèquement bon ou mauvais. Ou presque, à part les chars, pour être dans le ton du podcast. Merci, Lou. On voit que t'es vraiment un auditeur. Regarde, t'as acheté ces réseaux sociaux, moi, là. Tu sais quoi dire pour nous faire plaisir. À ce point-là, ça me fait rire. J'aime bien ça moi aussi, j'aime ça quand je dépasse les chars à pied, fait que c'est correct, je comprends ça. OK, fait que, bon, donc, je reviens à la question de la mixité. Mais une des choses qui est intéressante, c'est qu'un des vecteurs où ça va moins bien fonctionner, la mixité, puis c'est quand... Mettons, là, OK, je vais récapituler. Une des choses qu'on remarque, c'est que souvent, les filles, comme tu le disais, vont abandonner, mais vont aussi être des fois plus tard dans la pratique sportive. C'est-à-dire que... je vais donner l'exemple du Ultimate Frisbee, parce que c'est un sport qui est souvent en mixité. Donc, fait que souvent, les filles vont commencer plus tard que les garçons à jouer au Ultimate Frisbee. Je sais pas pourquoi, là, c'est le même. On sait que des fois, c'est moins valorisé, on pousse moins les filles à faire du sport, peu importe la discipline, d'ailleurs. Donc, quand tu arrives dans un contexte où toi, tu n'as jamais vraiment joué, ou un petit peu, mais pas beaucoup, tu arrives, tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu es dans un contexte mixte, bien là, tu es une fille, fait que tu pars avec 2 prises contre toi, parce qu'il y a quand même bien des stéréotypes de genre, fait que des petits gars qui veulent pas... Des petits gars, mais des hommes aussi, là, accessoirement, qui veulent pas passer aux filles parce qu'ils pensent qu'ils sont moins bonnes, tout ça. Tu sais, ça, on le voit aussi. Mais ce qu'on observe, c'est si la personne, la fille, elle a peu d'expérience, elle va pas rester souvent. Parce qu'elle va se faire chier. Comment tu veux t'améliorer si tu reçois jamais le disque, si t'as pas l'occasion? Puis là, je dis le disque parce que je parle de frisbee, mais vous pouvez le mettre au sport de votre choix, là, hein? Vraiment. Alors, souvent, à ce moment-là, la mixité pour ces filles-là va être un échec et elles vont quitter. Alors que si elles arrivent dans des milieux non mixtes, de filles seulement, même si elles sont avec des filles qui ont de l'expérience, elles vont prendre plus le temps de l'accueillir et de prendre le temps. Je dis pas que c'est ça 100%, là. Des filles pas le fun, il y en a aussi. Mais globalement, ça va être des milieux beaucoup plus accueillants. Et ça nous pose la question suivante. Les garçons qui sont moins bons en sport puis qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas eu l'occasion, eux autres sont screw, clairement, parce que s'ils vont en mixité, ça marchera pas. Mais les autres, leur autre choix, c'est d'aller juste avec des garçons. Et ça pose cette question-là de tous ces garçons et ces hommes-là qui aimeraient aussi avoir une pratique sportive de plaisance, dans certains cas, et qui vont pas l'avoir non plus. Donc, ce qu'on se rend compte, finalement, c'est qu'on crée des sous-groupes. Donc, finalement, les gens qui ont accès au sport, c'est les hommes qui sont, somme toute, relativement
bons en sport ou qui ont eu la chance d'en faire quand ils étaient plus jeunes. Oui, notre ennemi commun, le patriarcat. Wow. Oui, c'est tous nos soucis. Hey, mais c'est le bon moment, je pense, d'aller vers la dernière question du podcast, la question Belle et Rebelle. Dans le fond, nous, on a un partenaire fabuleux qui s'appelle Belle et Rebelle, qui est une boutique sur la rue Saint-Hubert qui encourage les artisans locaux, des produits durables fabriqués dans le souci de préserver la planète. D'ailleurs, code promo Farouche15 pour votre magasinage en ligne ou en boutique. Et eux, c'est elle, en fait, c'est une boutique où il y a seulement des employés femmes. Et nous, on aime bien ça, le rêve. Et on se demandait, est-ce que... mais on sait un petit peu la réponse un peu d'avance, mais on va savoir, pareil, est-ce qu'il y a des moments où tu décentres volontairement les hommes dans ta vie? Pour encourager les femmes ou les personnes non-binaires. T'es comme toutes. Décentré, c'est-tu les mots? Oui, décentré, parce que, tu sais, les hommes sont souvent au centre de tout. C'est la culture, tu sais, on dit, hey, mon Dieu, je me suis rendu compte que j'écoutais juste mais la musique. Mais tu peux dire toute la recherche que tu fais en général, ça me semble toute être la ça. recherche que je fais, c'est pas mal tout le temps ça, parce que c'est ça, mon objectif de recherche, c'est les femmes, c'est l'amélioration des femmes plus. Donc, toutes les femmes, d'ailleurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais toutes les femmes. Les femmes trans font partie des femmes. Les femmes trans font partie des femmes. Les personnes non-binaires sont incluses aussi, même si ce ne sont pas des femmes. Sont inclus. N'importe qui est pas... Femme plus, c'est ça. Tout ce donc, qui est pas un homme cis. Pas les hommes cis, c'est ça. Alors, pour moi, c'est... Puis c'est quand même important quand j'achète des livres. Donc, des livres neufs. J'essaie d'acheter les livres neufs d'autrices. Les livres usagés, je suis comme... Ça ne donne pas plus d'argent. Mais je fais plus attention. Je me suis rendu compte que je faisais pas toujours ça, puis que j'avais tendance à aller plus vers les auteurs masculins parce que je n'avais entendu parler. Ouais. Là, j'ai fait... non. Puis, quand on se met à fréquenter aussi des librairies plus féministes, le Guélion, on les salue. Et queer, on se rend compte finalement que c'est plus facile aussi d'avoir un beau choix, puis qui sont mis en valeur aussi, ces auteurs. Pour vrai, je me mets au défi d'aller à la librairie Le Guélion puis sortir avec rien. C'est impossible! Ça m'est jamais arrivé. Tout le temps, un petit collant, une petite patch, un petit macaron, un petit zine, un livre, une belle discussion avec l'employé. J'aime tout de cet endroit-là. Merci à notre fabuleuse invitée, Lou Saint-Pierre. Merci encore. Est-ce qu'on peut juste googler tes papiers puis les trouver facilement? Oui, exact. Je vous invite à suivre en fait la page du Lab Pro Femmes, PROFEMS, parce que toutes nos actualités, nos recherches, on les diffuse là. Fait que puis on fait toujours, pour les gens qui disent « Oh, mais moi, le sport, je connais pas bien ça. » tout ça. On fait toujours des outils aussi de vulgarisation. On a des capsules qu'on a faites avec Baseball Québec. Ça, c'est un bel exemple de gens qui font d'une fédération qui fait des gros efforts parce qu'ils ont augmenté beaucoup dans les dernières années leur membership féminin, puis ça se développe, le baseball féminin au Québec. Yes. Je dis féminin, je devrais dire juste le baseball, mais là, pour les biens de la cause. Chez pour les biens femmes du podcast. Donc, voilà, donc on suit nous là. Parfait, puis merci à Pivot qui nous prête les locaux et l'équipement. Merci à la Halle 24/7 pour le bel accueil. Merci à Belle et Rebelle dont on vient de parler pour leur soutien indéfectible. Code promo Farouche15 pour votre magasinage. Et on va poursuivre en prolongation. Donc, si vous voulez nous donner de l'argent, vous autres aussi, vous êtes comment, mon Dieu, mais vous autres sont tellement hot de leur donner de l'argent. Eh bien, vous pouvez le faire au patreon.com/farouche. Oui, accéder à du contenu juicy, on le rappelle. Fait que merci à toi, Coralie Laperrière. Merci à toi, Emna Achou. Puis, on se retrouve pour... on a presque fini l'enregistrement de nos épisodes estivaux. On veut savoir ce que vous en pensez. C'est un tout nouveau format. On se prépare aussi en parallèle pour l'automne. Fait qu'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser des beaux petits 5 étoiles, puis à interagir avec notre contenu pour que ça atteigne encore plus de féministes farouches misantes. Yes! Bye les farouches! Bye!